La police enlevait des enfants, donc Marion Sigaud est devenue historienne pour mettre au clair et dénoncer l'existence de la pédocriminalité. Voilà, donc on a fini pour cette première partie, ces constatations. Après, certains vont s'en réjouir, moi je m'en afflige de tout ce qui se passe, mais en tout cas c'est factuel, c'est objectif. On est d'accord. Deuxième partie, quel a été le processus historique? Comment ça s'est fait, cette révolution sexuelle et cette destruction de la famille? J'aurai 3 sous-parties. Premièrement, le désordre initial. Deuxièmement, un premier tourment dans l'amour pour toi au Moyen-Âge. Troisièmement, le renversement de la Renaissance et la dégénérescence de siècle en siècle. Quatrièmement, les années folles. Cinquièmement, mai 68 à nos jours. J'ai bossé, hein. Alors, désordre initial, c'est le péché originel, c'est pas compliqué. Le pilier de la société humaine, c'est la famille. Un homme, une femme, l'amour et la vie. Satan étant destructeur dès l'origine, c'est donc l'homme et la femme et la vie qu'il a voulu détruire. Non pas de front, parce que Satan c'est un serpent, il s'est déguisé en serpent. Et pas faire les choses de front, ce serait tellement facile à démasquer. Mais en bouleversant leur ordonnance à Dieu. Donc c'est une question d'ordre qui a été dérangée. Depuis le péché originel, cette réalité est désordonnée. Première conséquence du péché, la Bible nous dit, ils se virent nus. Et qu'est-ce que ça veut dire, ils se virent nus? Ils ne surent plus user du sexe dans une parfaite harmonie avec l'ordre naturel. Ils en eurent un sentiment de honte. Genèse 3, 10, l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu. Et je me suis caché. C'est là qu'il y a eu première constatation du désordre. Le désordre initial ne vient pas de l'impureté, il vient de l'orgueil. Vous serez comme des dieux, etc. Première conséquence, ils sentent bien qu'il y a une désordonnance. Alors l'homme était soumis par l'obéissance à Dieu. Cette obéissance a été coupée au moment de la tentation. Et c'est la première gnose en fait. Hein. Vous serez comme des dieux, vous allez savoir ce que Dieu vous a caché. C'est toujours la même séduction. Ah bon, mais nous, on veut savoir, et puis on veut être puissant. Si on peut être autonome sans Dieu, et si Dieu nous a caché ses petits secrets, nous, on veut savoir. Je vous ferai comme des dieux, machin. Bon, donc, l'intelligence n'a plus été soumise à la foi en Dieu et à la transcendance de Dieu. Et ce premier désordre initial a tout renversé, c'est-à-dire que les parties inférieures de l'âme se sont révoltées elles aussi contre l'intelligence. Puis le corps s'est révolté contre l'âme, les animaux se sont révoltés contre l'homme, la nature est devenue rebelle aux animaux et à l'homme, et tout, ça a été un désordre, ça a été le chaos en fait. L'homme refuse sa dépendance à Dieu et veut savoir comme Dieu. Du coup, les pulsions inférieures se révoltent contre la raison, la femme se révolte contre sa dépendance à l'homme, l'animal se révolte contre sa dépendance à l'être humain, la nature se révolte en produisant des épines et des ronces, etc. Voilà. Ça s'est fait bien sûr progressivement. Mais ontologiquement, le désordre, le chaos était là, même si dans les conséquences, ça s'est vu petit à petit. Toute l'évolution des relations entre hommes-femmes, depuis cette révolte initiale de nos premiers parents contre leurs conditions de soumission à Dieu, s'est faite sous mode révolutionnaire. Et il est temps de revenir à la célèbre définition qu'on donne, Monseigneur Gaume. Si arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez « Qui es-tu » elle vous dira « Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis, dit la Révolution, la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, revolvere, retourner, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas et en bas ce qui doit être en haut. La Révolution a toujours demandé, et elle demande encore, la destruction de l'ordre social et religieux existant. Fin de citation. Alors quel est le mensonge des révolutions? Eh bien, elles donnent une illusion de liberté alors que le peuple suit la volonté d'un petit groupe de manipulateurs. Regardez, le MLF, au départ, c'était un petit groupe de quelques bourgeois intellectuels peu suivis, et en fait, comme on a promis aux femmes la liberté totale, c'est hyper séduisant, et du coup, tout le monde s'est laissé manipuler. Et puis, il y a aussi que non seulement la manipulation se fait par un petit groupe de personnes, et ça on ne s'en rend pas compte,
Mais même une fois qu'on suit ces mouvements, on se croit libéré alors qu'en fait on s'enchaîne un peu plus. C'est ça le problème. Et c'est là que Satan ne donne jamais ce qu'il promet. Un des signes que ces révolutions ne procurent pas une vraie liberté mais une dictature de la pensée, c'est qu'il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. On connaît très bien cette chose. Donc voilà le désordre initial. Ensuite, on voit, historiquement parlant, un premier tournant, l'amour courtois au Moyen-Âge. Je suis remontée jusque-là, parce qu'il y a eu une première perversion de l'amour vrai, en tout cas une première perversion caractéristique. Bon, la première perversion, c'est le péché originel, donc depuis que le monde est monde, il y a des désordres, hein, on est d'accord. Mais, vraiment, on parle de Satan, prince de ce monde. Ça veut dire qu'il a vraiment programmé de retirer peu à peu le monde au salut apporté par Jésus-Christ. Le plan du salut, Satan ne le veut pas, c'est Jésus-Christ qui le gêne. Parce que Jésus-Christ est venu sauver les âmes en tant qu'homme. C'est pour ça que Satan s'est révolté. C'est sur cette vérité-là. Quoi? Dieu se fait homme, il ne se fait pas ange. Donc ça veut dire qu'un homme racheté allait avoir une grâce christique, une grâce divine. Et ça, Satan ne l'a pas supporté. Bref, donc là j'ai parlé à beaucoup de gens, hein, pour toute cette partie, j'ai échangé avec des amis, je remercie du fond du cœur, quels qu'ils soient, même des gars qui ont un petit peu eu une attitude pas très chouette, qui ont un peu trahi dans les amitiés, dans le bon travail qu'on fait avec cette bannière et compagnie, c'est pas grave, je leur suis redevable pour certaines conversations constructives, et je ne l'oublie pas. Voilà, ils se reconnaîtront, les gars. Donc, au moment des romans d'amour courtois, j'en ai fait étudier plusieurs, alors nous on voit ça comme charmant, etc. Mais regardez quelque chose. La femme a été idéalisée en princesse inaccessible pour laquelle il faut se battre avant la conquête. Il y a la notion de gagner sa dame. Mais elle n'a pas d'intérêt autre que celle d'être acquise. Tout l'intérêt des romans d'amour courtois, c'est la quête. Et on a cette notion de parcours initiatique pour mériter sa dame. Et on en arrive à cette phrase que j'ai déjà ridiculisée, le chemin et le voyage est plus important que la destination. C'est un peu ça, hein. Donc, autrement dit, le sentiment amoureux a été déplacé à la soif de conquête amoureuse. Et le parcours initiatique de l'amour a été plus important que l'amour lui-même, qui est sublimé. On doit mériter sa dame pour l'avoir, mais plus après l'avoir eue. Cela a donné trop d'importance à l'extraordinaire. C'est la passion absolue entre Tristan et Iseult. Alors que l'amour, normalement, se vit au quotidien. Je donne pour exemple certains mariages forcés, certains mariages d'alliance, où les parents royaux ou princiers expliquaient à leurs filles et à leurs fils: tu ne connais pas ton futur époux, on t'allie à cet époux pour le bien pour la paix du royaume, etc. Mais tu apprendras à l'aimer. Tu apprendras à l'aimer. Et c'était pas plus catastrophique qu'aujourd'hui. Hein. Vous allez me dire, oui, combien de rois trompaient leurs femmes? C'est parce qu'ils n'étaient pas vertueux, mais c'est aussi le cas aujourd'hui. Alors je dis pas, il y a eu des abus, il y a eu des choses qui n'allaient pas. Il faut choisir son conjoint, bien sûr, parce qu'il y a une attirance. Autrement, ça ne marchera pas, on est d'accord. Mais l'attirance, ça passe, quoi, on le sait. Je ne vais pas vous faire un cours d'éducation comme on fait à sa grande fille, qui devient jeune fille. Enfin, vous le savez, non? Et puis, en plus, autre problème de l'amour courtois, cela a déplacé l'amour en dehors de la sphère morale, comme si l'absolu de l'amour transcendait toute règle. On voit comment ce regard sur les relations amoureuses a axé les choses sur la jouissance à deux plutôt que sur la création d'un foyer. On n'est plus dans une dynamique généreuse, mais dans un nombrilisme à deux. Ça, c'était déjà au Moyen-Âge. En fait, c'est dans la nature humaine déchue. Bon. Ensuite, troisième sous-partie, le mouvement de la Renaissance et dégénérescent et siècle suivant. Au fait, bonne année. J'ai pas souhaité bonne année aux gens, bonne année. Là, gros apport pour toutes les parties suivantes de Monsieur Denis Stoffel. Oh non, il ne faut pas le dire avec l'accent allemand, parce qu'un Alsacien à qui on parle l'accent allemand, ça passe pas du tout. Cher Denis, merci beaucoup pour ton aide. Bon, renversement de la Renaissance, l'anthropocentrisme qui a remplacé le théocentrisme.
le point de vue de l'homme et de ses désirs à primer sur l'ordre voulu par Dieu. Vous voyez que c'est toujours l'esprit de rébellion originelle. Donc au siècle des Lumières, tout a été éclairé par la soi-disant déesse raison, c'est-à-dire qu'on a voulu éradiquer la lumière première du Saint-Esprit, parce que tout devait se passer au niveau de l'homme, d'où humanisme et universalisme. Dans cette lumière de la seule raison, sans la foi, le rôle de l'amour n'est plus de procréer et de progresser en charité, mais de prendre du plaisir et de vivre des expériences vibrantes. Du coup, on a eu de plus en plus de modèles de nobles dépravés, mais cela de tout temps, bien sûr. Des maîtresses au vu et au su de tous, on en change quand on en a assez, les rois font des mariages secrets, des bâtards sont anoblis, etc., etc., etc. C'était vrai au XVIe siècle, c'était vrai au XVIIe siècle, c'était vrai au XVIIIe siècle, et voilà. Au XVIIe siècle, il y a aussi eu un petit quelque chose, c'est le donquichotisme, c'est-à-dire la disparition de l'esprit chevaleresque. Don Quichotte, c'est un noble efféminé. Puis, bon, je caricature, d'accord. Ouais. Au XIXe siècle, là, c'est l'amour-passion, le spleen, le sentiment exacerbé, l'affaiblissement du caractère. L'homme du XIXe siècle, vous voyez, il a l'impression d'être un homme vibrant, etc. Mais en fait, c'est une femmelette qui vit au gré de ses sentiments, qui le ballottent. Ah, je ressens des choses. Mais tu sais les gérer, tes ressentis, là? Non, c'est un puits sans fond, comme l'océan, là là, là là, là là. Et puis, mais c'est vrai que c'était tous un peu des dégénérés. Quand vous regardez les poètes, évidemment, ils ont tiré leur inspiration réelle. Souvent, ils ont du talent. Mais de leur dépravation, de la drogue, de l'alcool, d'expériences amoureuses douloureuses. Mais quand vous regardez leur vie... j'ai plus les noms de tous les auteurs Vous vous rendez compte que je l'ai fait étudier à mes élèves pendant des années et j'ai plus les noms en tête. C'est quand même grave, je perds la boule, je vous dis. Puis j'ai plus tous mes classeurs, là, tout est en carton à 1 heure de chez moi. Bon, bref. Mais j'ai tout ça dans un coin du cerveau, c'est-à-dire qu'il faudrait tirer le tiroir et hop, tout redéfilerait. Mais là, c'est endormi, partie du cerveau endormie à réactualiser. Bon. Et puis il y a eu aussi quelque chose à la fin du 19e siècle, ça a été la création de la Fabian Society de Fabius Cunctator, ça vient de là, en 1884, une mouvance socialiste et réformatrice d'émancipation. Et les plus grands responsables de la dépravation des mœurs sont les élites anglaises victoriennes. Là, ça a pris un tournant très net. Du coup, on arrive au XXe siècle, particulièrement aux années folles. Là aussi, merci beaucoup pour l'apport de celui avec lequel j'en ai parlé. Les mouvements libertins sont issus de l'intelligentsia anglaise, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Fondation du planning familial en 1923 par Margaret Sanger, féministe et eugéniste, membre du Ku Klux Klan, pour favoriser la contraception. C'est une pionnière en faveur du contrôle des naissances. Et curieusement, son action a été liée à la fondation Rockefeller. Rockefeller. Why? I don't know why, but it's a fact. En France, les choses sont passées par un groupe de 23 bourgeoises parisiennes, dont une majorité de médecins. En 1956, elles se sont regroupées dans l'association Maternité Heureuse, puis elles ont déposé les statuts du planning familial en 1961, mais au début, leur action était illégale. Tout ça, Marion Sigaud, merci beaucoup. Alors tout ça, là, on sait de qui ça vient, l'intelligentsia anglaise, et puis on sait de qui ça vient. Il y a eu un net changement de mentalité dans les soi-disant années folles, 1920-1940. Alors, si vous doutez de l'influence des apatrides dans la dépravation des mœurs, allez vérifier un peu, allez chercher, il y a eu des documentaires excellents faits, je pourrais en envoyer en lien privé, voilà. Il y a eu un gros travail qui a été fait, mais ça se prouve, et puis d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, il n'y a pas à chercher, ils reconnaissent eux-mêmes. Donc d'abord la musique atonale, enfin je dis d'abord, mais c'est pas une priorité dans le temps. Il y a eu la musique atonale parce qu'il n'y avait plus de talent, donc c'est devenu un peu ennuyeux. Mais une musique atonale, c'est une musique vraiment qui est... C'est absurde, quoi. On se met à admirer quelque chose qui n'a plus de sens, qui peut plus être intellectualisé. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique baroque, c'est que c'est une musique qui reste très spontanée, très riche en émotions, mais qui reste rationnelle.
qu'on peut intellectualiser, qu'on peut comprendre. On peut comprendre la musique baroque. La musique à tonnage, je ne comprends vraiment pas. Alors les gens qui pratiquent ce genre de musique vont vous dire, mais c'est parce que tu es bête, tu n'as pas compris le sens caché. Sachez que même dans ma famille, j'ai un compositeur de musique très particulière, où les sons, puis alors c'est très réfléchi, hein, les sons sont mis en rapport avec les planètes, les galaxies, donc il y a une numérotation archi compliquée de la place des étoiles et nanana, et du coup les accords sont calculés en fonction de ça. Donc on fait de l'archi-réflexion très poussée sur un truc qui, musicalement parlant, n'a pas de sens. Mais il faut admirer le beau. Donc c'est plus de la musique, mais c'est quand même... J'ai pas trop saisi l'intérêt. Il y a eu aussi le jazz intronisé dans les sociétés occidentales. À la base, c'était la musique des paysans africains dans les champs. Hein, mais c'est une sensibilité totalement différente pour le reste de la société. On a voulu un petit peu mélanger les cultures. On sait que même l'Église s'adapte à des cultures différentes, c'est très bien, c'est très très bien, mais ce serait bête en fait de vouloir tout mélanger sous prétexte d'ouverture au monde. Parce que là, on impose un truc qui n'était pas spontané. Évidemment, il y a eu l'intronisation de la pornographie à haute dose, là. J'expliquerai après comment s'en prémunir, mais enfin, les fruits de la pornographie, c'est que ça abîme le cortex préfrontal, ça conduit à la dépression, à la perte du désir, à la mécanisation de l'acte d'amour, à la bestialité, à la recherche du sensationnel pour renouveler le désir, etc., etc., etc. Vous pouvez m'expliquer quel est l'intérêt? Si vous voulez avoir, mais même si vous êtes du genre, moi je veux une vie sexuelle épanouie, machin, ben n'allez pas voir la pornographie, parce que ça ne vous aidera pas. Évidemment, télévision, au-delà de toutes les saletés, c'est un abrutissement phénoménal. Il y a eu aussi tout le rôle des chansons je deviens bête, monopolisées par les stars hollywoodiennes, fabriquées sous MK Ultra, Monarch, etc. Je renvoie à Monsieur Le Breton, mais pas que d'ailleurs. Bref, tout ça, cette débauche a élaboré un plan de destruction du goy, de sa famille, de sa culture, de sa religion. Il y a eu aussi l'action décisive d'un Américain considéré comme le premier sexologue, mais c'est un fou, Monsieur Alfred Kinsey, 1894-1956. Là, c'est Marion Sigaud qui en parle aussi. Cet homme était un malade sexuel, même Wikipédia le montre clairement. Hein, il était pédocriminel. Bref, et toutes ces données ont été fondées sur ces pratiques sexuelles de fous, en fait, et criminels. Hein. Et en plus, il a truqué les chiffres. Il a dressé un faux rapport pour dire que les bébés étaient déjà sexualisés, que la masturbation était bonne pour eux, que l'homosexualité était omniprésente. Il a donné un pourcentage faux. Bref, il s'agissait de viol d'enfants. Hein. Il basait ses études sur le viol des enfants. Vous voyez un peu le truc. L'Institut Kinsey reçoit des dons des USA de la Fondation Rockefeller pour continuer sa propagande. Tout va bien, Madame la Marquise. Bon. Donc ça, c'était un très gros tournant au début du XXe siècle. Et puis après, il y a eu mai 68 jusqu'à nos jours. Alors là, c'est le dégueulis d'horreur, quoi. L'ennemi numéro 1, c'est la religion. Quand on dit la religion, c'est laquelle? Bien sûr, c'est la religion catholique. Alors vous allez me dire, mais non, toutes les religions c'est fake, toutes les religions ont été inventées pour dominer les hommes. Tu ne vois pas, Marie, que le catholicisme aussi, ça a été un instrument de contrôle pour... Ben non, leur véritable ennemi, c'est la religion catholique. Quand vous regardez les élites qui ont vendu leur âme au diable, les chanteurs, je ne dis pas les élites, mais les marionnettes de Hollywood et compagnie, etc. Quand vous les interviewez, là, tous ceux-là, ceux qui cassent des crucifix, qui ont vendu leur âme au diable, qui sont pour la réussite, etc., les acteurs, machin, quand vous leur posez la question, celui qui déteste, c'est pas compliqué, c'est Jésus-Christ. Hein. Il y a des témoignages, Ils disent pas, nous on déteste Mahomet, ils disent pas ça, non. Celui qui les dérange, c'est Jésus-Christ. Suffit d'écouter ce que dit Satan, puis on comprend du coup où est la vérité. Hein. Excusez-moi, mais voilà. C'est Jésus-Christ en tant que Dieu. Si vous dites que Jésus-Christ c'est un prophète, c'est pas de problème. Si vous dites que Jésus-Christ est un maître ascensionné, il n'y a pas de problème. Si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, là, tout de suite, c'est le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère du salut, et c'est le mystère du salut des âmes par la croix.
Alors là, la rédemption, c'est le dogme qui dérange Satan. Donc, on vous dit, la religion a une morale paralysante, ça rend malheureux. Et ce qu'on ne comprend pas, là où Satan nous ment, mais il nous ment à chaque tentation, c'est qu'il nous fait croire que Dieu paralyse nos âmes. Parce que les garde-fous ont l'air très durs. Et ce qu'on ne voit pas quand on succombe à un péché, surtout dans cet ordre-là, c'est qu'on tombe sous une tyrannie des sens et sous un esclavage. Mais on ne s'en rend pas compte au début. On dit, ben non, tu vois bien que je suis libre, etc. Mais en fait, non. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Il faudrait revenir à la définition philosophique de la liberté. C'est pas faire ce que je veux, c'est la capacité à se mouvoir dans le bien en utilisant les meilleurs outils. Une âme qui se meut dans le bien et qui se dirige vers le ciel est libre, elle est plus libre. Elle est libre de sa dépendance aux passions, elle est libre de sa dépendance au péché, elle est libre des tentations de Satan, elle est libre en Dieu. Elle a choisi le bon plan, elle a choisi la liberté totale et l'infinité de Dieu. Elle a choisi de donner suite à ses aspirations les plus profondes et qui sont immortelles. Le véritable bonheur. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est aveuglé, parce qu'on n'a plus la préscience, on n'a plus les dons préternaturels, et puis parce que Dieu c'est notre faiblesse, hein, mais bon. Alors, je suis partie loin. Ouh là là, mon Dieu. Tournant décisif mai 68, mouvement de libération sexuelle d'abord, puis de tout et n'importe quoi. Juste après le MLF, mouvement de libération des femmes, qui était une revendication visant à obtenir le droit à la contraception et à l'avortement. Ce qu'il faut savoir, je renvoie, grâce à Denisto, à une conférence d'Aaron Russo, ami de Nick Rockefeller. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'action de la libération de la femme a été programmée par la CIA. Si vous regardez la longue conférence, le témoignage d'Aaron Russo, il en parle à partir de la minute 35. He was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I'm pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. Il montre bien qu'il ne s'agissait pas d'intention noble. Au départ, c'était un mouvement pour taxer aussi les femmes et pour scolariser les enfants plus tôt. Vous voyez un petit peu, c'était évidemment une question de fric et de contrôle. Et vous, on vous a proposé quelle sauce? Les femmes, vous serez libres, machin. Et leur mobile, c'était pas du tout de libérer les femmes, ils s'en fichent de votre bien-être. Hein. Donc voilà les buts non avoués. Scolariser les enfants plus tôt, pourquoi? Pour que l'État soit la famille. On brise la famille, on veut que la nouvelle famille de l'enfant, c'est l'État. Ce qui est une dictature. Ouh, c'est une dictature. Et c'est encore accru aujourd'hui. Hein. La CIA, par exemple, a fondé et financé Miss Magazine. Et ça, Aaron Russo en parle vers les minutes 36-37. Le long processus de destruction de l'ordre naturel s'est fait sous un mode révolutionnaire, donc le féminisme, c'est-à-dire la recherche des droits de la femme sur son corps, c'est-à-dire du droit à tuer. Excusez-moi, alors là, censure, bannissement, oh, tu te rends compte de ce que tu dis, Marie, mais n'importe quoi. Bah si, je vais le dire, c'est le plus grand génocide. Désolée, c'est le plus grand génocide. Donc le droit à tuer fait que la femme est totalement pervertie, elle perd sa féminité. La femme, ce qui fait le mystère de la femme, c'est d'abord qu'elle donne la vie de manière physique ou spirituelle. Et comme la femme a été pervertie, l'homme a été perverti.
L'avortement a ensuite été légalisé par Madame Simone Veil, ministre de la Santé, qui a proposé sa loi à la Chambre des députés en 1974. La loi Veil de l'IVG est passée en 1975. En réalité, c'est un crime rituel. Si vous ne me croyez pas, vous irez vérifier. Comment ils conçoivent les choses en haut lieu. Ensuite, il y a eu toutes sortes de choses, la Gay Pride et des choses comme ça. Depuis la nette mise en route ensuite du nouvel ordre mondial, vers toujours la même époque, 69, il y a une volonté clairement exprimée de diminuer la population mondiale. Il suffit de chercher un peu pour entendre M. Bill Gates le formuler. C'était mis sur les Georgia Guidestones, érigés en 1980 par M. Christian Rosenkreuz. Voir Claire Sévrac, sa fameuse grosse conférence, la longue conférence, à 6 minutes 28 par exemple. Mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial, avec la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, avant les avions et même maintenant les avions normaux ont une traînée qui suit l'avion et qui se défait au fur et à mesure que le nez de l'avion avance. Quand il s'agit d'épandage et de traînées chimiques, la traînée ne s'en va pas au fur et à mesure que l'avion avance, elle se répand et elle s'étale et elle va retrouver les traînées des avions qui passent à côté. Et puis aussi Aaron Russo, à la minute 49. Tout ça, c'est quoi? C'est de l'eugénisme. C'est de l'eugénisme tout ça, pour bien dire les choses. C'est-à-dire que c'est même pas humain d'avoir des conceptions pareilles. C'est même pas humain. Et ce sont ces gens qui font la loi, qui nous gouvernent. Bilan. Le libéralisme, c'est la socialisation du vice. Le vice devient une pratique légale, voilà, commune, courante dans la société. Bon, je fais une coupure, je reviens pour notre troisième partie, le rôle essentiel de la femme pour rétablir une notion saine d'amour et de sexualité.